Bon là clairement, il y a beaucoup trop de vent là. Voilà, ça décoiffe là. Hop là. Bon, aujourd'hui, je vais accueillir à bord de mon bateau. J'ai une petite pression quand même. Parce que c'est un mec qui parle pas pour rien dire et quand il dit les choses, il les fait vraiment. On sortira pas en mer, mais en tout cas, on va découvrir un sacré loustic. Puisque pour lui, tout ce qui est impossible, eh ben, il le réalise. Hello! Eh bien, bienvenue à bord de mon petit canot. Merci de me recevoir. Tu vas bien? La forme, il y a le soleil en plus. Ah punaise, ça fait du bien là. Est-ce que tu veux une petite chouquette ou un petit croissant ou un petit pain au choco, t'as le choix? Ah bah avec plaisir, on est au petit-déj là. Au petit... Non, j'avais envie de t'accueillir à bord de Complètement à l'Ouest pour pouvoir un peu parler avec toi sur Parce pas que je mal suis complètement à l'ouest. Un, t'es perché, deux, moi aussi, je crois. Et je crois qu'on a des choses à se dire assez décalées. On va dire, on va pas mettre trop de filtres, quoi. L'objectif, c'est ça, quoi. Allez, je t'emmène, viens là. Dis-moi, elle n'est pas rangée ta chambre. Ouais, putain. Là, c'est le zbeul. Bon, mon petit Damien, écoute, je suis ravie de t'accueillir à bord de mon petit bateau. Est-ce que déjà, ça te fait pas bizarre d'arriver ici? C'est beaucoup plus petit que le tien, non? Mais c'est mieux aménagé. C'est plus petit, mais c'est mieux aménagé. Ouais. On n'est pas dans un confort comme ça à bord d'Animoca. Ouais, mais tu te fous de ma gueule avec mes petites bougies comme ça, là, et mes trucs. Non, mais je sais ce que je vais emmener sur le prochain Vendée Globe. Non, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir à bord de ce bateau. On avait un peu de retard. Toi, t'avais 1 heure d'avance, donc tu nous as attendus. En fait, est-ce que t'es un mec patient quand même dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, je peux pas dire que je suis quelqu'un de très patient, mais par contre, le métier que je fais fait que je dois développer une certaine patience. Et c'est ça c'est là-dessus que j'arrive à trouver mon équilibre, je pense. Et tu vois là, moi quand je t'ai appelé et que je t'ai dit écoute Damien, j'ai envie de t'accueillir à bord de ce bateau pour pouvoir un peu prendre le temps avec toi et te découvrir, j'espère, un peu différemment. J'avais la première chose que je me suis demandé, c'était ton rapport à la mer, indépendamment de tous tes exploits maritimes que tu as pu faire, on en parlera après. Mais cet amour de la mer, toi qui es né à Briançon, qui es né dans les montagnes, il vient d'où? Et ben, je pense qu'il vient justement du fait que je sois né dans les montagnes, que j'ai grandi dans un cadre assez magnifique, dans les Hautes-Alpes. Et c'est un rapport particulier comme ça à la nature et on ne peut pas du coup opposer la haute montagne avec la mer. C'est des milieux qui sont beaucoup plus proches que ce qu'on voudrait croire. C'est la nature, c'est un rapport particulier avec l'environnement. Et puis surtout, c'est un endroit où on est soumis à des variations qu'on ne maîtrise pas. Et on subit les choses plus qu'on est acteur dans ce cas-là. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive à me calmer en tout cas. Et dans lequel je me sens bien parce que moi qui ai plutôt envie de tout maîtriser normalement, enfin d'être à la baguette de pas mal de choses, là au contraire je me laisse porter par les éléments tout simplement. Et c'est quelque chose qui du coup qui m'équilibre. Et justement, en parlant de cet équilibre-là, tu l'as pas toujours eu. Quand tu étais jeune, tu as commencé à... Tu es né dans les montagnes. Tu disais tout à l'heure là, que tu étais tout feu, tout flamme, tu avais besoin d'extérioriser. Est-ce que tu peux décrire un peu ton enfance? Comment tu étais? Tu faisais quoi? Tu étais plutôt quelqu'un de tonique, d'agressif, de timide? Tu étais comment? Si je dépeins mon portrait quand j'étais gamin, Ouais. en tout cas si je repense à ce que disent de moi mon frère et ma sœur, qui sont petits frères et petites sœurs, ouais, ça fait un petit peu peur presque, parce que j'étais limite hyperactif quoi. Il fallait tout le temps que je bouge, que je fasse des activités physiques, que je me dépense, que je sois le meilleur dans tout ce que je faisais. Et ça avait de quoi être fatigant pour mes parents, être usant pour mes frangins-frangines, parce que je prenais beaucoup de place dans la famille. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que je me suis forgé, comme ça que j'ai grandi et qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. Et tu penses que c'est parce que tu avais une revanche à prendre sur la vie, dans le sens, quand tu es né, donc tu es né justement sans main gauche. Et ça, cet handicap-là, c'est ce qui a, tu penses, généré cette espèce de niaque dès le début, dès ton plus jeune âge? Parce que quand on est tout jeune au début, on ne se rend pas compte de cet handicap tout de suite. Oui, non, c'est pour ça que je répondrais non à la question. C'est pas ça qui a fait ce que je suis devenu ou qui a forgé mon caractère. C'est plus quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Il y a certainement une part de génétique au milieu de tout ça, mais non, voilà, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me dépenser.
J'avais besoin d'être dans un collectif, de me mesurer aux autres aussi. Et voilà, j'ai touché à tous les sports. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents, justement, qui ont compris que mon handicap, c'était pas quelque chose qui allait m'handicaper. Et qui m'ont pas mis de barrières, qui m'ont pas mis de limites. Et justement, quand toujours dit, Damien, fais ce que tu veux, si tu te plantes, tu te planteras, mais finalement comme un autre gamin. Et donc ils m'ont laissé tout faire. Mon papa était guide de montagne, donc dès que j'ai su marcher, j'ai été mis sur des voies d'escalade, à faire de la rando et tout ça. Et forcément, même si c'était mon père, il s'est toujours forcément posé la question, Damien, comment il va faire avec une main? Mais il a eu cette intelligence, et ma maman aussi d'ailleurs, ils ont eu cette intelligence de se dire, en fait, il fera comme il peut. Et c'est pas nous qui allons lui apprendre à faire les choses avec une seule main, c'est lui qui va apprendre tout seul. Et ça, avec un peu de recul aujourd'hui, toi qui es papa de 2 enfants, est-ce que tu arrives à comprendre comment tes parents ont réagi? C'est-à-dire que tes parents n'étaient pas au courant, tu arrives prématuré en plus. Comment tes parents ont réagi tout de suite? C'était quoi leur premier sentiment? C'était un sentiment de peur, d'appréhension? Je pense qu'il y a eu de tout. Il y a eu de la surprise. On peut pas dire que c'était une bonne surprise, forcément. Parce que je suis arrivé vite et ils ont découvert à naissance qu'effectivement, j'avais pas de main gauche. Et voilà, mais ils ont eu cette intelligence de se dire, oui, il est différent, mais ça reste un gamin, quoi. Ça reste un gamin, donc on va l'élever avec tout notre amour possible. Et puis après, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, justement, ils m'ont pas mis de limite. C'est plutôt moi qui suis allé les chercher. Et puis finalement, j'ai été élevé comme mon frère et ma sœur, quoi. Donc faire partie d'une famille, d'une fratrie comme ça, c'est quand même quelque chose de sympa à vivre. Et puis moi, j'y ai trouvé ma place. Moi, je me suis toujours sentie libre grâce à mes parents de faire tout ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens qui sont autour de nous, ils sont censurés de partout. Ils n'osent pas entreprendre, ils n'osent pas suivre un petit peu les petites voix qui te disent « Ok, vas-y, pars faire ce projet, pars innover, pars entreprendre ». Comment aujourd'hui, toi, tu pourrais essayer de nous raconter comment on peut se libérer de toutes ces angoisses qui nous permettent juste de passer à l'action? C'est la problématique qu'on a avec l'échec, tout simplement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'échec, que c'est faire des erreurs, se tromper, tomber, pas réussir, c'est des preuves de faiblesse, c'est un problème d'orientation. On n'a pas une société qui valorise le fait de pouvoir entreprendre. Et entreprendre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire essayer de faire des choses. Mais forcément, quand on essaie, on ne réussit pas tout le temps. Donc c'est le message que j'essaye de faire passer, surtout aux jeunes. C'est de se donner la chance de réussir. Mais pour réussir, il faut des fois tomber, se retrouver en situation d'échec et justement savoir rebondir. Je pense que c'est une sacrée qualité dans la vie parce que tout n'est pas rose tout le temps. Et voilà. Donc alors après, quand on vit avec un handicap, on a certainement un peu plus cette notion d'échec parce que c'est pas facile. Du coup, on emploie aussi des voies qui peuvent être différentes. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est le fait qu'on puisse arriver à la même chose en faisant différemment. Et déjà, rien que si on pouvait passer ces messages-là à l'école, ce serait bien, quoi. Mais il y a toujours une chose aussi que tu répètes pas mal. Tu disais, mais il faut jamais reporter ce qu'on peut faire à une main à 2 mains. Et ce que je trouve assez intéressant dans cette phrase, ça reflète un petit peu ce qu'on fait la plupart du temps. Parce que tu vois, la plupart du temps, on est toujours en train de se dire « Bon, vas-y, ça, je vais le faire demain parce qu'aujourd'hui, j'ai X truc ou j'ai X impératif qui va faire que je ne vais pas entreprendre ce que j'ai vraiment dans mon cœur. » Et toi, au quotidien, tu as toujours eu cette niaque, tu as toujours eu cette persévérance où tu te l'es forgée avec le temps. Je pense que quand je vois la manière dont j'ai grandi, j'ai toujours été assez acteur dans ce que je voulais faire, quoi. J'ai pas été un suiveur, plutôt un meneur. Et du coup, j'étais actif. Mais cette phrase, faut jamais remettre les choses. Faudra jamais remettre à 2 mains ce qu'on peut faire avec une seule. Elle a plein de sens différents selon l'orthographe qu'on veut bien y donner. Ouais. Mais c'est encore une fois, c'est accepter qu'on puisse faire les choses différemment, accepter qu'on puisse faire les choses temporellement aussi différemment. Et donc voilà, après chacun s'y retrouve, mais voilà, ça ouvre un champ de possibles que des fois la société a du mal à accepter aussi. Et tu vois, toi Damien, par rapport à tous ces projets que tu as pu entreprendre, parce que tu as vécu, donc tu viens de Briançon, donc tu es né dans la montagne, après tu es parti 10 ans en Guadeloupe,
Et comment c'est la Guadeloupe, c'est l'eau chaude qui t'a donné envie d'aller sur l'eau? Parce qu'ici, on est à Paimpol, autant te dire que la mer, on va pas y aller aujourd'hui parce qu'il y a force 8 et moi, je sors pas le bateau avec ça. Et donc, en fait, c'est l'eau des Caraïbes qui t'a donné envie. Ouais, alors entre les deux, entre Briançon et la Guadeloupe, il y a eu la Casse-Vaison-la-Romaine, donc en Provence, dans le Vaucluse, qui était une super période aussi. Et donc ouais, j'ai atterri en Guadeloupe, j'avais 10 ans. Je suis arrivé en Guadeloupe le jour de mes 10 ans, ça c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et donc du coup, sur cette première année, donc on est en 1990, j'ai vu arriver la route du Rhum. Et moi, j'y connaissais pas grand-chose au monde de la voile, j'étais plutôt sport terrestre, vélo, poney, oui, ou même natation. Oui, je t'imagine pas sur les poneys même pas. J'imagine pas sur un poney. Mais bon, ouais, j'étais plutôt, voilà, j'ai essayé tous les sports qui existaient, quoi. Comme un peu tous les gamins, un peu hyperactifs, quoi. Et voilà, et puis, ouais, je voyais bien l'effervescence qui montait avec cette route du Rhum. Donc, avec mon frangin, Gaëtan, on s'est intéressé aux choses, on a acheté voiles et voiliers, on a découpé les photos qu'on a collées sur des feuilles blanches et on est allé à la chasse aux autographes sur les pontons, quoi. Donc, on a rencontré, voilà, des Mailleburge, des Bourgnon, des Perron, des Florence Artaud qui avait gagné. Tous les grands de la voile. Tous ces grands noms. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fasciné. De les voir arriver sur des bateaux immenses comme ça, tout seuls. Ils avaient traversé l'Atlantique. Et ouais, c'est quelque chose, ouais. Je suis resté un petit peu émerveillé devant tout ça. Et je pense que dans toutes les passions, il y a un moment comme ça qui est un peu déclencheur. Et je pense que moi, clairement, ça a été ça, quoi. Et c'était quoi ce qui t'émerveillait quand tu voyais ces petits bonhommes sur des bateaux comme ça qui arrivaient sur les pontons? Je me disais, c'est dingue déjà de traverser un océan sur un bateau aussi grand, tout seul, en course. Bah voilà, pour moi, c'était quelque chose, c'était une aventure. C'était une course, mais aussi une aventure, quoi. Et voilà, le fait d'aller se mettre en danger pour traverser comme ça l'océan Atlantique, voilà, c'est quelque chose qui me parlait. Je reviens sur ce rapport aux éléments. Et je pense que ouais, c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit, voilà, un jour, je naviguerai dans leur sillage. Et voilà, et quelques semaines après, on s'est inscrit avec mon frangin au club d'optimistes local qui était le club des Amis de la Voile de Pointe-à-Pitre, ça s'appelait. Moi, ce qui m'a plu dans cette relation-là, c'est encore une fois, tu peux pas être maître de tout. Voilà, c'est pas moi qui dirige le vent, c'est pas moi qui dirige les vagues. Et ça amène un rapport qui est vraiment différent par rapport à la performance. Et là, je parlais du côté sportif, mais clairement, si tu fais de l'athlétisme et du 100 mètres, si tu cours pas le plus vite, tu gagneras jamais. En voile, c'est pareil en alpinisme, c'est pas celui qui va le plus vite qui gagne. C'est celui qui va relativement vite, mais aussi qui est le plus intelligent sur l'eau. En fait, globalement, tu arrives à suppléer ta performance physique avec de l'intelligence de navigation, avec de rapport aux éléments, etc. On l'a bien vu sur le Vendée Globe. C'est pas un bateau de dernière génération qui a gagné, c'est pas le bateau le plus rapide qui a gagné, mais c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Et je pense que c'est ça. Et ça me correspondait bien, parce que oui, sur un bateau, forcément, je suis moins rapide que quelqu'un d'autre parce que j'ai qu'une main, ou en tout cas, je fais les choses de manière différente. Mais gamin, c'est ça, quoi. J'ai trouvé mon équilibre comme ça. C'est parce que, oui, j'étais pas le meilleur sur le bateau, mais en même temps, j'avais cette vision. T'analysais bien le plan d'eau. Ouais, je pense que voilà, j'ai développé cette qualité d'analyse du plan d'eau, et ce qui fait que sur les entraînements, même sur les régates, du coup, j'arrivais à un niveau qui était à peu près équivalent à mes copains. Parce qu'avant tout, j'ai fait du sport pour être avec des copains. Et la voile, c'était top. Alors en plus, en Guadeloupe, l'eau, elle est à 28 degrés, donc c'était aussi rigolo d'être sur l'eau que sous l'eau. Ouais. Et voilà, et autour du bateau, c'était vraiment un air de jeu. Mais voilà, j'ai trouvé mon rapport comme ça, et finalement, j'ai réussi à gommer complètement ma différence et mon handicap comme ça. Et tu vois, tu as commencé justement avec ce rapport sur l'eau et sous l'eau, parce que je pense que tu as pas mal charbillé aussi. Tu as commencé en collectif pour te diriger vers du solitaire. Pour refaire un petit peu ton palmarès, tu as quand même fait 5 fois champion du monde de voile, 3 fois au JO, aux Paralympiques, tu as eu 2 médailles d'or. Et à la suite de ça, tu as quand même bouclé en étant le premier skipper en disc-port, le Vendée Globe à la 7e position. En vrai, clairement, c'est hallucinant ce palmarès. Et je pense que j'oublie aussi énormément de courses. Mais toute cette évolution que tu as eue, de passer du collectif à l'individuel, c'est quoi l'aventure que tu pourrais me raconter aujourd'hui sur ces différentes étapes? Parce que je pense qu'elles t'ont toutes appris, elles t'ont toutes forgé pour te dire, ok, je pars avec une main, boucler la boucle du monde, quoi, tu vois. Et quelles ont été les choses que tu retiens de chacune de ces étapes? Si je prends un peu de recul, quand je regarde tout mon parcours depuis que je suis gamin, depuis que j'ai commencé à faire de la voile
sur un optimiste en Guadeloupe jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe, finalement c'est hyper fluide quand on regarde ça. Tout m'amène là où je suis aujourd'hui, quoi. Et donc c'est assez sympa de voir ça comme ça. Mais en même temps, voilà, à chaque fois, je suis allé chercher des choses différentes. Au début, c'était faire comme mes copains, m'amuser sur l'eau, tout simplement. Il n'y avait pas de notion de compétition ou même de Vendée Globe. Et puis après, voilà, je suis passé en voile olympique, puis paralympique, donc avec des objectifs forts en compétition. Mais à chaque fois, moi, je me suis adapté au type de support. J'y ai trouvé un intérêt énorme et j'ai eu des bonnes personnes autour de moi qui m'ont permis de me construire, qui m'ont accompagné, qui m'ont compris, qui m'ont me fait me surpasser aussi. Parce que quand on arrive sur un projet olympique et qu'on a la prétention de gagner une médaille, c'est pas facile tous les jours, quoi. Mais tu vois, il y a aussi un truc quand tu vas dans les Paralympiques. Ouais. Quand tu vas aux Jeux Paralympiques, tu te dis, enfin, moi je vois ta personnalité, t'as pas envie qu'on t'identifie à l'handicap. Ton message, c'est vraiment, mais d'essayer de changer notre regard sur cet handicap-là auprès de toutes les personnes qui n'ont pas forcément d'handicap physique, parce que parfois les handicaps invisibles, c'est pire que tout. Mais t'avais pas peur au début quand t'es arrivé dans cette espèce d'univers où tu te disais, mais je vais me retrouver qu'avec des handicapés. Ils seront tous handicapés. Et ta vision de ça, c'était quoi au début? Non, mais c'est ça. En fait, je suis venu. J'avais beau être handicapé de naissance, j'ai jamais été dans un centre spécialisé, ni dans une classe spécialisée, et encore moins dans du sport avec d'autres personnes en situation de handicap. Déjà parce qu'il y en avait peu en Guadeloupe, et en plus parce que j'ai un handicap suffisamment léger Ouais. pour pas avoir à passer dans ce type de centre, etc. Et donc quand j'aborde le projet de faire les Jeux paralympiques, j'y vais avec un objectif sportif. Absolument pas une pensée au niveau de mon propre handicap ni celui des autres. Et finalement, j'ai découvert lors des Jeux paralympiques ce que c'était vraiment le handicap. Et j'ai découvert des hommes, des femmes, des sportifs avant tout. Avant d'être des personnes handies, ça reste des personnes à qui tu peux avoir des interactions très simples. Et qu'est-ce qui t'ont appris, toi, pour après porter toutes les valeurs que tu portes aujourd'hui à travers ton association, à travers tous tes projets? Qu'est-ce que ces personnes-là, à un moment de ta vie, qu'est-ce que tu gardes d'eux dans ton sac à dos, là, tous les jours? J'ai gardé d'eux que, on peut être unis autour d'une passion, autour d'un objectif, et quels que soient nos handicaps, parce que si on fait un peu le tour, on en a tous, hein, finalement, des handicaps. Mais c'est vrai que le handicap physique, ça se voit beaucoup plus. Mais quand on a envie de faire quelque chose, finalement, on y arrive. Et voilà, ces personnes-là, c'était des sportifs de haut niveau, ils font des performances incroyables. Alors oui, c'est sûr, hein, quand on voit par exemple un 50 mètres nage libre, quand c'est une personne qui n'est pas très grande en taille, qui est polyhandicapée, il va mettre du temps à faire son 50 mètres nage libre. Mais quand tu vois et quand tu analyses un peu l'énergie qu'il met à faire son 50 mètres, toute la volonté qu'il y a derrière et le travail qu'on n'imagine même pas pour en arriver là, c'est fou. C'est incroyable. Et du coup, ça a une valeur monumentale. Et ça m'a appris ça. Ça m'a appris à faire ce rapport entre ce que je perçois du handicap d'un côté et comment je peux l'imaginer, et finalement ce qu'il est réellement et qu'est-ce qu'on peut en faire quand on a envie d'en faire quelque chose. Et voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, les gens sont sortis d'une boîte comme ça, et ça m'a appris que voilà, effectivement, on a peut-être un peu trop tendance dans nos sociétés à vouloir mettre des gens dans des cases et à poser gentiment un couvercle par-dessus en disant surtout bougez pas. Mais voilà. Et ça, tu l'as vécu aussi très concrètement parce que après les JO, donc tu te positionnes sur le Figaro et là on te dit mon coco, ça dégage, tu vas pas faire la course parce qu'avec une main c'est pas possible, tu vas mourir. Entre guillemets. C'est résumé un peu rapidement, mais c'est un peu l'idée. Oui. Et là tu te confrontes à la réalité aussi de la société. Ouais, exactement. J'ai pris en pleine gueule ce que finalement renvoyait mon handicap à certaines personnes, c'est-à-dire que oui, Damien, il est différent. Et moi qui ai mes deux mains, je pense que Damien, avec une seule main, il ne sera pas capable de faire ci, de faire ça. Et globalement, il est dans sa boîte et il ne faut pas qu'il en sorte parce que je considère qu'il n'a pas à en sortir. Voilà. Et t'as quand même bouclé un Vendée, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'en ayant terminé le Vendée Globe, c'était la meilleure des réponses possibles. Donc moi, j'ai aucune rancœur, pas d'animosité, mais j'ai pris en pleine face à ce moment-là, en tout cas, un vrai problème de société qui est en fait la transposition du handicap, voilà, la vision qu'on peut en avoir et qui est hyper réductrice. Que ce soit le handicap ou que ce soit plein d'autres choses. Mais complètement. Mais la vision que certaines personnes ont des femmes aujourd'hui dans leur place dans la société, dans leur capacité à faire telle ou telle chose, c'est exactement pareil. C'est à un moment donné, tu prends quelqu'un, un prototype de personne, et tu dis voilà,
cette personne, elle doit pouvoir faire ça ou pas, et voilà, et point barre, quoi. Et pourquoi tu penses qu'on passe notre temps à se foutre des étiquettes? C'est ça. Tu penses que c'est parce que ça booste ton ego, tu te sens protégé? Comment t'expliques que les gens aiment, tu vois, mettre dans des cases, ou aiment être dans le jugement, ou se sentent peut-être plutôt en sécurité de faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je me l'explique pas ça, mais ça doit être une forme intellectuelle où les gens finalement se sentent en sécurité en mettant des étiquettes partout, en voulant contrôler telle et telle chose. Alors oui, c'est peut-être un défaut de nos sociétés occidentales, en tout cas des sociétés développées, c'est peut-être un de ces défauts. Je pense qu'il n'y a rien de pire que justement essayer de tous converger, avoir le même bateau, avoir le même profil de marin, avoir les mêmes histoires à raconter. Finalement, on appauvrirait notre sport. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des plus beaux sports du monde en lien avec la nature. C'est un sport aventure et à mon sens, c'est un peu le dernier. Et justement, c'est aussi toute la diversité qu'on a envie de montrer parce qu'il y a des hommes, des femmes, il y a des compétiteurs, il y a des aventuriers, il y a des histoires de vie à raconter au travers de tout ça qui sont différents. Ouais. Et c'est toute la richesse de notre sport. Voilà, on peut naviguer de plein de manières différentes. Et tu vois, quand toi tu navigues, t'as un marin qui a beaucoup de cordes, à 2, 3, 4. T'as un marin qui a beaucoup de cordes à son arc parce que t'es à la fois amoureux du grand large, mais t'es aussi à la fois extrêmement curieux des enjeux de société. Et quand tu pars en mer, t'emmènes quoi avec toi pour justement j'emmène tout ça justement pour trouver du recul par rapport à ça. C'est bien de partir en mer et de pouvoir se dire à un moment donné, voilà, je suis plus dans le cœur de l'actualité, mais je prends du recul par rapport à ce que j'ai vécu ces X derniers mois ou ces X dernières années, et tu vois les choses de manière différente. Et ça, c'est un luxe incroyable que peu de gens peuvent se payer. Mais là, sur le Vendée Globe, clairement, ça a été 80 jours où j'avais plus l'actualité du Covid, de la pandémie, plus trop les actualités internationales, ou alors celles que j'avais, ça me permettait de les traiter avec beaucoup de recul intellectuel. Et donc, moins soumis à la pression sociale, et c'est vachement agréable, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que quand tu es dans le cœur d'un problème, tu peux pas trouver des solutions. C'est souvent en dézoomant que tu arrives à voir un petit peu les sentiers différents qui s'offrent à toi, quoi. Et comment faire quand toi, tu es à terre pour pouvoir conserver cette hauteur, cette prise de recul? Est-ce que tu penses que c'est possible? Oh oui, ça doit être possible. Alors, moi, je ne veux pas dire que j'y arrive tout le temps, hein. Loin de là. Mais c'est pas facile. Mais déjà, rien que d'en avoir conscience, de se dire, là, je sature d'informations ou de mauvaises nouvelles, etc. Rien que de se dire, il faut que je prenne du recul et tout ça, c'est déjà avoir avancé dans sa solution. C'est déjà pas mal. Il y a trop de gens qui s'enfoncent la tête dans le sable en disant, non, j'en peux plus, et qui ne cherchent pas d'échappatoire à tout ça et qui finalement font que subir les choses. Et puis après, la pression monte jusqu'à ce que ça explose. Donc c'est la qualité et les défauts de notre société aujourd'hui. Donc c'est pas moi qui vais la changer, c'est pas toi non plus. Non. Mais on va essayer d'amener un peu la façon dont on arrive à y répondre. Et puis voilà, et si ça peut aider des gens, inspirer des gens, ce sera tant mieux. Et tu vois, toi, quand tu es en mer, par exemple, là, c'est quand même le moment le plus... il est quand même très frais dans ta mémoire parce que tu es rentré il n'y a pas si longtemps que ça de ton premier Vendée Globe. Et les étapes que tu as pu vivre, parce que, c'était ton premier, donc tu devais sacrément flipper sur la ligne de départ et sacrément flipper sur la ligne d'arrivée. Et c'est quoi vraiment les étapes clés que tu as pu vivre en mer quand tu étais loin de tout ça? Les moments magiques, en fait, et les moments durs aussi, je suppose, parce que les deux vont de pair. Ah oui, c'est pas facile de dissocier les deux. Entre les moments magiques et les moments compliqués, souvent ils sont mêlés. Mais la première charnière, c'est de passer de terrien à marin, quoi, de changer de peau. Et ça, tu le ressens physiquement? Tu sens que ton corps... tu le ressens physiquement. Au bout de 3, 4, 5 ou 6 jours de mer, tu sens cette transformation un peu physiologique, parce que c'est amené à plusieurs choses. La différence dans l'alimentation, dans le rythme de sommeil, de vie, etc., dans la pression que tu peux avoir, ou qui s'évacue d'un coup aussi. Et tout ça, ça te transforme un petit peu. Donc hop, t'enfiles ton costume de marin. C'est intéressant. En fait, tu redeviens un petit peu animal dans ces moments d'extrême comme ça. En tout cas, tu deviens différent. C'est sûr que t'es plus la même personne que ce que tu étais à terre dans ton quotidien. Donc ça, c'est assez rigolo à observer. Et il se passe un peu l'inverse du coup à l'arrivée. Mais c'est un peu plus violent du coup sur l'arrivée.
parce que tu reprends tout de face comme ça. Puis après, oui, pendant le Vendée, il y a énormément de situations qui portent à la réflexion sur ta manière d'agir, ta manière de regarder un peu ton environnement. Il y a des moments où tu t'es dit j'arrête? Oh, bah, plein de fois, ouais. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'a pris? Enfin, quel est l'intérêt de faire ça? Enfin, et c'est souvent ces moments de doute où je suis pas bien, ils sont vraiment liés au moment où je manque de sommeil en fait. Je manque de lucidité, donc je manque de recul. Et souvent la solution, ça a été de se dire, bah voilà, va te reposer, fais une sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, et après ça allait tout de suite mieux. Et après, oui, il y a eu des moments physiquement compliqués parce que tu es sur un engin, un IMOCA qui est juste atroce physiquement à des moments, quoi, où tu es un peu broyé par la machine, donc c'est dur. Mais ça, on le savait avant de partir. Et tu comprends tous ces marins qui disent, dans tous les cas, tu comprends ces mecs ou ces femmes qui sont complètement piqués et qui peuvent jamais s'arrêter, quoi. Parce qu'au début, tu te dis, bon, toi, tu as fait déjà 3 routes du Rhum. Pourquoi tu repars pour un 4e? Après, tu te dis, un Vendée Globe, c'est déjà génial, tu as déjà fait le tour du monde. Qu'est-ce que tu veux encore plus? Tu veux faire un 2e tour du monde? Et donc, en fait, est-ce que tu comprends cette espèce de quête en permanence de ces marins d'aller encore chercher quelque chose d'autre, quoi? Ouais, je la comprends de mieux en mieux. C'était une des questions que j'avais posées à Jean-Luc Ham. Et pourquoi tu retournes encore sur un Vendée Globe? Et il m'a dit, bah, quand tu franchiras la ligne d'arrivée de ton premier Vendée Globe, tu comprendras. Et effectivement, j'ai compris. Et c'est pour ça que j'ai envie de retourner sur un 2e. Ouais. Et donc, c'est pas simplement mon maître capillaire, Jean-Luc Ham. C'est mon maître de pensée. Mais ouais, c'est plein de choses. Et encore une fois, on a la chance de vivre sur un sport qui à chaque fois se renouvelle. Voilà, un tour du monde. Voilà, en 2020, ce ne sera pas le même qu'en 2024 parce que ce ne sera pas la même météo. Ouais, mais en même temps, la difficulté, c'est sympa aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et à 41 ans, je pense qu'on se connaît mieux qu'à mon âge, qu'à 30 ans. Enfin, tu as quand même 10 ans de plus, quoi. Et donc, en fait, à 41 ans, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux te dire que tu es toi-même? Tu es fier d'être toi-même? Waouh, c'est une bonne question, ça. Je sais pas. Je sais pas si je suis fier de moi-même. Enfin, en tout cas, si c'est le moment de dire que je suis fier de moi-même. Mais en tout cas, quand je jette un petit coup d'œil dans le rétro, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire et à devenir. Alors, on peut toujours rêver d'être mieux, d'avoir mieux fait les choses, etc. Mais forcément, une vie, c'est bourré d'erreurs. Mais c'est aussi ça, l'expérience. Mais non, mais je suis assez content. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à regretter. Parce que je trouve que la meilleure manière de passer à l'action, souvent, c'est d'avoir un tout petit peu confiance en soi. Et on est dans une société aujourd'hui où il n'y a jamais eu autant de dépression, de burn-out, de gens qui n'osent pas bifurquer, de personnes qui ne sont pas forcément à la bonne place. Et à chaque fois, je trouve un point commun, c'est qu'il y a cette confiance en soi qui est encore plus compliquée. Alors qu'on pourrait se dire, on est dans un monde avec tous les réseaux sociaux, on est connecté de partout, mais en fait, on n'est pas connecté à soi. T'énerve pas, Ouais, j'ai rien je suis fait. en train de m'énerver. Et je me demande juste comment pour toi, comment selon Damien Seguin, on peut réussir à se connecter davantage à soi-même? Ben, je pense que la clé, ouais, elle est vraiment là. Elle est dans la confiance qu'on peut s'accorder à soi-même. Et alors, quand est-ce que ça s'est construit chez moi? J'aurais du mal à dire. Est-ce que c'est vraiment dans l'enfance? Est-ce que c'est après, à l'adolescence? Est-ce que c'est vraiment grâce à mes parents ou par rapport à ce que j'ai vécu de manière plus individuelle? Je sais pas trop, mais en fait, il faut peut-être pas regarder les choses comme ça. Il faut peut-être regarder comme un tout. Ouais. Et à partir de là, voilà, ça m'a forgé ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc oui, j'ai cette chance, cette qualité d'avoir assez confiance en moi et puis d'être plutôt fonceur dans les choses. Disons, quand je me fixe un objectif, j'essaye de mettre tous les moyens pour y arriver. Et même dans ma manière de me fixer des objectifs, j'ai plutôt tendance à les fixer assez haut. Voilà, quand j'ai commencé à faire de la voile, oui, je voulais faire la route du Rhum. Oui, et après, quand j'ai fait l'Olympisme, oui, je voulais être champion olympique. Donc oui, j'ai jamais eu peur de rêver grand. Mais c'est parce que j'ai placé la barre haute que ça m'a un peu botté le cul derrière pour essayer d'y arriver, quoi. Ouais. Donc ça m'a forcé à faire des choses et à faire des efforts supplémentaires. Et c'est ça, quoi. Je pense que la clé, elle est là. Il ne faut pas s'interdire de réussir des choses. Et du coup, on va chercher des qualités en soi ou avec les autres pour atteindre cet objectif-là. C'est des messages qui sont extrêmement puissants, mais qu'on écoute peut-être parfois très peu. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, vivre en communauté, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut aussi dire vivre tous ensemble, que ce soit les plus visibles, les moins visibles, les dominants, les dominés. Et je veux dire, on est rien sans les autres.
Et voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais. Ça, c'est coupé. On a la dalle, on va les bouffer. Parfait. Alors, attends, il est quelle heure? 12h. Il y a juste un petit loustic qui va débarquer. Yes! Yes, mon petit Daniel, passe par l'avant si tu peux. Est-ce qu'il va passer dans le trou, tu penses? Il est pas un peu trop large? Hop là! Quelle arrivée! Quelle agilesse, quelle simplicité. Salut, mon petit Daniel. Hop là. Tiens, je te propose de t'asseoir ici, si ça te dit. Eh bien, avec plaisir. Eh ben, on est pas mal, là. Un petit coup de blanc? Allez, feu. Allez, feu! Non, je vais te donner peut-être un petit verre d'eau, ce sera plus simple. On va faire un petit coup de blanc après. T'es à sec? Hop là. Mais pas trop, quand même. Bon, en tout cas, mon petit Daniel, je suis contente que tu aies accepté de venir. En fait, quand j'ai proposé à Damien de le rencontrer à bord du bateau complètement à l'ouest, j'avais envie que tu viennes. Et j'ai demandé à Daniel de venir et je lui ai demandé c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui vit à Paimpol, qui a le restaurant La Cabane, qui est juste derrière, qu'on voit où on va aller déjeuner tout à l'heure, parce que je commence à voir le ventre qui gargouille. Et je lui ai juste demandé, écoute Daniel, Damien vient. Donc il était hyper déjà, waouh, Damien, il était assez ému de savoir que tu venais ici. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais que tu viennes à bord du bateau et que tu prépares ce que tu veux. Je ne suis pas au courant de ce qu'il a préparé, que tu prépares ce que tu veux pour Damien. Donc je ne sais pas si c'est une question, si c'est quoi que ce soit d'autre. Je ne sais Surprise. pas. Je suis comme toi. Donc je ne sais pas ce que tu nous as préparé, mon petit Daniel. C'est vrai que c'était pas très facile pour moi d'imaginer, un peu impressionné par le personnage quand même. Donc moi j'ai une question qui est toute simple. Toi tu es marin du XXe siècle ou du XXIe siècle maintenant. Et je me demande si tu avais été marin au XIXe siècle, tu aurais été corsaire ou plutôt pirate? Eh ben, je pense que j'aurais été plutôt pirate. Ouais, je pense que ça aurait bien correspondu à mon caractère. C'est le clin d'œil de l'arrivée du... Ouais, il y a aussi, c'est pas pour rien que je me suis déguisé en capitaine Crochet à l'arrivée du Vendée Globe. C'était un symbole, une autodérision, c'était plein de choses autour de ça, mais je pense que j'aurais... Alors oui, on n'imagine pas, en tout cas on a vraiment du mal à imaginer ce que pouvait être la vie réellement à bord des bateaux à cette époque-là. Ça devait être vraiment très compliqué. Mais en même temps, voilà, détrousseur des mers, pirates des Caraïbes. Bon, on en a une image très édulcorée aujourd'hui, mais non, pourquoi pas, ouais. Et ça t'a effleuré une fois l'esprit de cette question? T'allais dépouiller Jean Le Cam sur son bateau à côté, ouais. Armé des canons sur le bord. Oui, ça m'a effleuré, oui. Non, mais oui, forcément, on essaye de s'imaginer, encore plus sur un Vendée Globe où on a le temps de vivre un petit peu les choses comme ça, de se dire, mais comment ils pouvaient vivre la mer à cette époque-là, sur des bateaux qui étaient des vrais tonneaux, pas possible, quoi, qui prenaient la flotte de partout. Je dis forcément, ça devait être dingue, quoi. Et je voulais aussi te faire venir pour rencontrer Damien, parce que je trouve que vous ressemblez pas. Vous êtes extrêmement différents, mais il y a une ADN que vous avez similaire, c'est cette notion de tout est possible. Cette notion de tout est possible, et face à l'imprévu, vous avez tous les deux cette faculté de résilience qui est assez forte. Et cette notion de résilience, ça te parle, toi, Daniel? Non. Non. Moi, c'est des mots comme ça qu'on n'a pas aujourd'hui, que j'ai du mal à comprendre. Ouais, je comprends, ouais, c'est la vie, c'est la vie. Tu as des écueils, tu as des étapes, tu as des choses bien, puis en fait, il faut toujours rebondir. Moi, je sais que professionnellement, j'ai rebondi plusieurs fois parce que j'arrive au terme de la vie professionnelle. J'ai eu 4 vies, quoi, 4 périodes de 10 ans. Donc là, ça va faire 8 ans que je suis dans la restauration. Je pense que là, c'est le bout, quoi, mais c'est ma dernière. Voilà. C'est ça la définition de la résilience, c'est ça, savoir rebondir. Savoir rebondir et savoir se dire que c'est la dernière. T'arriveras à te dire un jour c'est la dernière course que Je pense. Ouais. Ouais, je pense que quand j'aurai décidé que c'est la dernière ou que voilà, ça s'arrête là. J'ai toujours fait des choix forts et j'ai toujours été en capacité de les assumer. Et donc voilà, le jour où j'arrêterai. Alors ça veut pas dire que je ferai pas un comeback. Ouais. Un comeback à 80 Mais piges. bon, c'est pas impossible que dans quelques années, je dis j'en ai marre de faire de la course au large. Je prends un bateau et je vais faire le tour du monde d'une manière différente, parce que c'est ce qui m'a plu aussi sur ce Vendée Globe. C'était à un moment donné, voilà, dézoomer la carte et voir tous ces milliers et milliers d'îles qui sont autour, qu'on ne connaît pas forcément, et de se dire ça doit juste être magique, de prendre son bateau, de prendre le temps d'aller à la rencontre de ces populations, de ces paysages, de ces cultures différentes.
Et ça, c'est vraiment le monde opposé à la course au large, mais ça doit être sympa à faire. Et j'aimerais, dans ma vie, pouvoir le faire. Bon, on va manger, les gars. Je commence à avoir faim. En plus, c'est Allez. moi qui vous tire À pour table, aller déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, moi j'ai trop faim. Bon, alors. Hop là.